Louis Dauphren, ce matin, votre grand témoin est Jérôme Clément, cofondateur d'Arte, ancien président du CNC. Il publie La Chine de Mao à Xi Jinping, carnet d'un voyageur engagé. C'est aux éditions de l'Archipel. En Asie, plus d'1 milliard de personnes fêtent aujourd'hui le nouvel an lunaire et l'entrée dans l'année du serpent qui succède à celle du dragon. Alors c'est vrai que ce bestiaire dans notre iconographie représente le mal dont la Sainte Vierge écrase la tête. La Chine fait peur au reste du monde. Convenons-en. On dira qu'elle fascine, manière de dire qu'on ne la comprend pas et qu'on l'a sans doute sous-estimée après l'avoir humiliée à l'époque de Tintin et du Lotus Bleu et même avant, si on remonte à la guerre des Boxers. Maintenant, même sur le terrain de l'intelligence artificielle, elle rattrape la Silicon Valley. Vous avez vu que la semaine dernière, la start-up chinoise DeepSeek a sorti un nouveau modèle d'IA générative, similaire à ChatGPT ou Gemini, et beaucoup moins cher que les outils des géants américains. Alors comment appréhender ce pays dont Alain Perfit jugeait les gens aussi fuyants qu'énigmatiques? Jérôme Clément l'a parcouru, ce pays, il l'a parcouru à une certaine distance, c'est-à-dire 1974 jusqu'à aujourd'hui, avec divers voyages, et il a entrepris d'en écrire les carnets. C'est une forme de souvenir, de déambulation dans la Chine que l'on ne connaît pas ou que l'on croit connaître. Bonjour Jérôme Clément. Bonjour. Avec le regard aussi que vous y mettez, c'est-à-dire il y a une perception chinoise que vous allez nous aider à comprendre. Oui, c'est-à-dire le premier voyage que j'ai fait en 1974, c'était pendant la Révolution culturelle. C'était la période de Pilin Pikong. Pilin Pikong, ça veut dire critique de Lin Piao et de Confucius. On était 2 années avant la mort de Mao Tse-tung, mais c'était quand même encore très agité. La fin de la Révolution culturelle, les drapeaux rouges qui y avait un peu partout, les Dazubao, et une bataille idéologique permanente qui montrait bien qu'il y avait une effervescence terrible. Alors, ça paraissait bizarre de critiquer à la fois Lin Piao et de Confucius. En fait, Mao voulait se débarrasser d'un de ses rivales, dont il trouvait qu'il était trop conservateur et trop réactionnaire. C'était lui la force montante. C'est l'époque, Jérôme Clément, où une certaine bourgeoisie intellectuelle française s'éprend de la Chine de Mao aussi. Peut-être, alors je ne sais pas, une certaine fascination pour l'exotisme, un certain manque peut-être de lucidité, non ? C'était la grande époque, enfin oui, la grande époque du maoïste. 1974, c'est l'époque aussi où tel quel, emmené par Philippe Solers et un certain nombre d'autres, vont à Pékin, Roland Barthes aussi, et font un grand voyage. Et Sartre vend La cause du peuple et était maoïste. Donc c'était une effervescence, une période dans laquelle la gauche, ou les gens qui étaient finalement, ces quelques années après 68, se cherchaient un peu et se disaient qu'après tout, peut-être qu'en Chine, il y avait quelque chose à trouver dans cette révolution intellectuelle et culturelle. Personne ne savait ce qui se passait. On ne savait absolument rien des exactions, des morts, des destructions. C'était pas du tout quelque chose de connu. En revanche, en France, le débat intellectuel fleurissait autour des maoïstes et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu y aller pour voir ce qui se passait. Et vous avez été courtisé par un producteur chinois qui voulait justement avoir votre regard sur la Chine. En 2019. Oui, plus tard, c'est ça qui a donné ce lien entre les deux époques. Vous faites un saut de 45 ans. À l'époque, j'étais jeune étudiant et je voulais visiter, voir ce qui se passait en Chine. Et en 2019, c'est tout à fait différent. C'est la télévision publique chinoise qui m'a envoyé une lettre en me demandant de revenir sur les lieux que j'avais visités en 1974 pour avoir le regard d'un occidental, d'un vieil occidental, 45 ans après, qui regardait la Chine et qui disait ce qu'il en pensait, en gros. En tout cas, c'est comme ça que ça m'a été présenté autour du thème de l'eau, c'est-à-dire le retour au canal du drapeau rouge, qui était une grande œuvre de Mao Tse-tung que j'avais vu construire et dont on fêtait le 60e anniversaire. Je suis parti, je ne savais pas très bien comment ça allait se passer, ce que j'allais trouver, enfin ça m'intéressait beaucoup, mais c'était pas très précis sur le film que j'allais faire. Or j'ai fait un film d'1h30 dont j'étais le principal personnage et où je pensais pouvoir dire ce que je pensais. On pouvait faire un film très intéressant. Ça a été le cas ? Alors, j'ai été très bien accueilli par des équipes absolument d'une grande courtoisie, comme toujours en Chine. En revanche, ils avaient une idée très précise de ce qu'ils voulaient faire, et en particulier qu'on n'évoque pas la révolution culturelle et qu'on ne parle pas politique, idéologie. Ça, c'était pas leur sujet. Leur sujet, c'était qu'on parle de l'eau et de la réussite chinoise depuis cette époque. Évidemment, c'était pas exactement ma conception, donc le tournage a été difficile. Il a été à la fois très facile sur le plan des relations, encore une fois,
Ce sont des gens charmants, très intéressants, mais je ne pouvais pas orienter le film comme je l'aurais voulu. Jérôme Clément, il y a une diplomatie culturelle chinoise ? Oui, bien sûr, il y a une diplomatie culturelle extrêmement importante avec les instituts Confucius qui sont partout dans le monde extrêmement présents et qui sont des instruments de propagande. Alors pas que, c'est aussi des instruments de rencontre de culture, mais quand même, la Chine est très 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 contrôlée idéologiquement. Elle est surtout depuis quelques années, hein, plus depuis 2019 plus maintenant que depuis 2019. Donc la Chine est un ensemble extrêmement contrôlé socialement, idéologiquement, politiquement. Et il y a une diplomatie culturelle, le soft power, comme on dit, est extrêmement actif de la part des Chinois. Jérôme Clément, vous revendiquez une double appartenance juive et catholique. Comment un Chinois se positionne-t-il par rapport à son appartenance spirituelle ? C'est assez difficile de saisir cette dimension-là. Oui, c'est très intéressant votre question parce que la religion, je me suis aperçu que la religion avait une place importante en Chine, ce qui n'était pas le cas en 1974. Quand j'y suis allé, c'était l'opium du peuple et on voyait rien. Là, j'ai visité des temples dans lesquels il y avait beaucoup de monde. Alors, ils sont à la fois bouddhistes et taoïstes, donc ce sont des pratiquants. Il y a 30%, et c'est libre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficulté, mais c'est toléré. Est-ce que c'est accepté ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bouddhistes. Et il y a une pratique religieuse chinoise. Il y a un grand respect pour la question des religions. J'ai pas senti de difficulté de ce côté-là. Pour le christianisme, c'est difficile quand même. Oui. Là, je connais mal la question. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est. Mais enfin, il y a un peu de christianisme en Chine. Il y en a eu depuis, je dirais, la colonisation, entre guillemets, l'envahissement de la Chine par les Occidentaux. Mais j'ai été très surpris aussi, je le raconte d'ailleurs, de découvrir un quartier juif à Shanghai. Il y avait eu un livre là-dessus, d'ailleurs, je ne sais plus de qui avait été fait sur la communauté juive de Shanghai il y a quelques années. Oui, je crois que Marc Alter a fait quelque chose là-dessus. Mais il n'y a pas eu grand-chose parce que en fait, c'est un épisode très mal connu. En fait, c'est la dernière guerre mondiale. Il y a eu un consul chinois, je crois que c'était à Vienne, qui a fait partir des juifs de République tchèque, de Tchécoslovaquie, d'Autriche, mais par bateau entier, pour les sauver en fait. Donc c'était un acte très généreux et qui sont arrivés à Shanghai. Et il y a une communauté à Shanghai de plusieurs dizaines de milliers de personnes, au moins 30 000, qui ont créé un quartier qui existe toujours, que j'ai été visiter, où il y a une synagogue et où il y a un quartier qui s'appelle Little Vienna, qui a été un peu oublié et réhabilité cet an dernier, mais maintenant il y a des plaques, il y a un musée, et dans lequel il y a une communauté juive qui a réellement existé, qui a d'ailleurs donné aussi un secrétaire d'État au Trésor à l'administration américaine. Pas mal sont partis aux États-Unis, quelques-uns sont restés, mais ça fait partie de l'histoire. Évidemment, pour eux, c'était pas un sujet, quoi. Il y avait pas ils savaient même pas ce que c'était que l'antisémitisme. La question religieuse en France, comment la regardez-vous, Jérôme Clément ? Puisque vous dites en Chine, finalement, les choses, hormis le cas peut-être du christianisme perçu comme un élément exogène, alors qu'il y a un christianisme primitif en Chine qui est intéressant aussi à analyser, qui remonte à très très loin, au 1er siècle, mais qui est assez peu connu. En France, vous dites c'est une question qui fait l'objet de tiraillements identitaires qu'on n'arrive pas à résoudre. Et la laïcité, les Chinois la comprennent-ils, par exemple ? Non. La laïcité, c'est quelque chose qui leur est assez étrangers, même s'ils ne considèrent pas la religion comme un élément constitutif de leur identité. Pour eux, la religion, c'est très bien si vous en faites, mais c'est pas l'élément majeur. Mais il faut dire que les religions bouddhistes et taoïstes, c'est plus des philosophies que des religions, proprement parler. Enfin, le bouddhisme aussi, mais le taoïsme, le confucianisme, c'est une philosophie. Donc, on a là un mélange qui est un peu différent d'une autre. Par exemple, il n'y a pas de... Sauf dans le bouddhisme, il n'y a pas de clergé autrement, donc c'est assez différent. Donc on a quelque chose de spécifique. La Chine est quand même très différente de nous, c'est pas la même histoire. Et l'histoire avec la religion, à part l'épisode assez violent de la révolution culturelle précisément, on est revenu à des choses qui m'ont paru plus... Disons que c'est toléré, c'est peut-être pas forcément... Mais quand même, je suis allé dans les campagnes, et dans les campagnes, on voit des hôtels partout, on voit des petits hôtels, on voit des signes de
de respect de la part de gens qui célèbrent leurs ancêtres, qui ont leur divinité. Enfin, c'est le culte des ancêtres est très fort. Extrêmement important, extrêmement important. Jérôme Clément, vous écrivez à un moment quand vous recevez le producteur en Anjou pour ce film que vous allez faire pour la télévision chinoise, qu'il vous dit, c'est une réplique, il vous dit « Ah oui, mais la Chine ne veut pas rester dans un tête-à-tête avec les États-Unis et elle entend avoir avec l'Europe de bonnes relations et des relations... » Alors, est-ce juste un discours? Mais comment ça se matérialise ça, justement, la Chine doit avoir des relations particulières avec nous. Oui, alors je crois que c'est pas du tout un discours théorique. Je pense que c'est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Parce que je crois que l'un des enjeux de la période actuelle, là je parle de 2025, c'est de savoir s'il va y avoir une entente entre la Chine et les États-Unis au détriment de l'Europe, ou s'il va y avoir une entente entre la Chine et l'Europe pour contrer les États-Unis. Je crois que c'est un des problèmes majeurs de la période dans laquelle on est. Et j'ai bien consenti quand on y était, alors parce que ça, ils acceptaient d'en parler, c'est que ils recherchaient des ouvertures en Europe, à la fois pour des raisons commerciales que l'on sait et qui nous posent des problèmes, mais aussi pour des raisons politiques et culturelles, parce que ils veulent pas d'un face-à-face avec les États-Unis. Ils ont besoin de l'Europe et ils voudraient bien avoir des liens avec l'Europe qui soient plus étroits. Et je pense qu'ils recherchent une alliance, enfin en tout cas c'est un débat, plutôt avec l'Europe contre les États-Unis. À moins qu'ils s'entendent directement, on ne sait pas très bien encore avec Trump, mais à moins qu'il y ait une entente contre nous. C'est ça l'enjeu d'aujourd'hui, ça serait assez capital, parce que si on trouve un partenariat avec la Chine, partenariat entre guillemets, c'est pas si simple, parce qu'ils ont quand même pris parti pour l'Ukraine, pour la Russie dans le conflit avec l'Ukraine, donc les choses sont quand même compliquées avec eux. Mais malgré tout, nous, ça nous ouvre une porte de sortie, en tout cas une voie de dialogue avec d'autres parties du monde, et ça nous évite d'être écrasés par un Trump puissant et dominateur et qui veut envahir tout le monde et conquérir le monde. Jérôme Clément, je vais faire un raccourci. À Nice, on est obligé de retirer une statue de Jeanne d'Arc. Vous avez vu cette histoire? C'est le tribunal etc. On ne va pas aller dans le détail. La question n'est pas là. La question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que pour réussir dans le monde actuel, il faut être nationaliste? Et est-ce que la Chine est nationaliste? Est-ce qu'on attend de la part des autres nations qu'elle le soit également pour réussir dans la compétition actuelle? Alors que nous, on déboulonne des statuts. Je prends ça comme image. Oui, bien sûr, bien sûr. La Chine est nationaliste, c'est sûr. La Chine a été extrêmement humiliée, vous l'avez dit en introduction, par ce qui s'est passé au 19e siècle, par le dépeçage de la Chine et la colonisation de la Chine par les puissances occidentales. Bon, alors ils ont toujours considéré que l'Empire du Milieu était un empire immense et que leur rôle dans le monde était d'être au centre. D'où le nom de l'Empire du Milieu d'ailleurs, et ils veulent retrouver cette place. Ils veulent retrouver leur intégrité territoriale, c'est-à-dire Taïwan, et comme ils ont retrouvé Hong Kong, et ils disent, quand on discute avec des responsables, vous savez, on redeviendra la première puissance du monde, et on retrouvera le rang qu'on a perdu au cours du siècle dernier. Donc oui, ils sont nationalistes. Ils sont nationalistes, mais ils ne sont pas bellicistes. Je ne crois pas qu'ils veulent la guerre. Ils sont pas du tout. Il y a un livre, L'Art de la guerre, qui a été écrit par Sun Yat-sen, qui est un livre tout à fait remarquable, dans lequel il explique que la meilleure façon de faire la guerre, c'est de mener les batailles sans combat. Et c'est ce qu'ils font. Ils sont très habiles. Ils ont une grande diplomatie. Ils ont une grande capacité à... Mais est-ce que nous menons la bataille, et aussi, ils ont une autre nation du temps. Nous, on mène la bataille. On a l'impression qu'on est dans un court-termisme terrible, alors qu'eux pensent le long terme. Oui, parce que eux, par exemple, l'anniversaire du 100e anniversaire de la Révolution, c'est-à-dire en 2049, ils considèrent que là, ils auront récupéré Taïwan et qu'ils seront à ce moment-là la première puissance mondiale. Ils ont le temps devant eux. Eux, ils sont pas court-termistes du tout. Alors, je crois que nous, on a une vision souvent erronée de la Chine, en partie d'ailleurs à cause des médias, surtout les médias d'image, qui donnent des visions extrêmement court-termiste de la Chine. Mais la Chine a une très longue histoire. Ils voient leur place d'aujourd'hui dans une période qui s'inscrit dans des millénaires, et que les péripéties du siècle dernier seront oubliées bientôt. Ils sont convaincus de leur puissance, ils sont convaincus de leur capacité. On le voit bien d'ailleurs aujourd'hui avec l'affaire de DeepSeek, de l'intelligence artificielle. Ils ont des moyens considérables. Alors ils ont un problème majeur, c'est la démographie.
C'est-à-dire que le pays s'appauvrit en hommes et ils perdent de la population chaque année, depuis aussi la politique du un bébé par couple, un enfant par couple. Ça a été un vrai problème chez eux. Et maintenant, ils en payent le prix. Mais bon, il y a encore de la marge. Et je pense que ils ont les moyens de leur puissance. Alors que nous, on ne sait pas trop quoi faire avec les Chinois. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre aussi, pour essayer de mieux faire connaître de l'intérieur, par l'histoire personnelle et quelques réflexions que j'ai inclus, mieux faire connaître ce pays et le considérer ni comme un ennemi, ni comme un ami. C'est un partenaire, c'est des gens extrêmement intéressants, cultivés, qu'il faut respecter et qu'il faut comprendre. Si on ne les comprend pas, ça ne marche pas. Et après ça, on peut arriver, je pense, à passer des deals avec eux, mais en sachant parfaitement que, voilà, eux, c'est leur intérêt qu'ils défendent, et nous, il faut qu'on défende le nôtre. Oui, c'est toute la question. Il ne faut pas être dupe. Voilà. Surtout qu'ils ont un langage qui est extrêmement compliqué à comprendre. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à savoir exactement ce qu'ils pensent. On passe toujours par des métaphores, on se retrouve dans la mythologie, et on essaye à une réponse précise. Est-ce que oui ou non vous voulez ça? On se retrouve par un détour sur, comme je raconte, la déesse Noua qui répare le ciel. Oui. Alors après, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Et finalement, on sait pas toujours très clair. Hein. Et ça fait partie de la rhétorique chinoise et aussi de la tactique de négociation. L'opéra fameux Nixon in China, où on voit Nixon et Mao Tse-tung en train de discuter, chacun a compris une chose différente de l'autre, alors qu'ils étaient en face à face et qu'ils disaient des choses. Donc vous voyez, c'est assez compliqué, mais c'est très passionnant, parce que c'est quand même un très grand peuple, et c'est un des problèmes majeurs du XXe siècle. Merci beaucoup, Jérôme Clément. Merci d'être venu ce matin autour de la Chine de Mao à Xi Jinping aux éditions de l'Archipel, et à bientôt. Merci à vous. Merci Louis Dauphren.